Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique, le rendez-vous que notre rédaction propose chaque semaine à ceux qui ont la passion de la chose publique et du débat d'idées. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à l'eau, cette ressource précieuse et indispensable, mais menacée par nos pratiques industrielles, agricoles et commerciales. Comment préserver ce bien public? On en parle avec nos invités. Pour commencer cette émission, je vous propose de faire ceci. Boire un verre d'eau, vous aurez peut-être un peu moins envie après. À votre santé, Éric Vidal, merci d'être avec nous. Vous êtes militant de l'association Au Secours 45. Avec nous également, Jean-Louis Lefaucheux, vous êtes agriculteur, éleveur dans le Loiret et secrétaire général de la FDSEA du Loiret. Merci d'être avec nous. Et Fabien Verdier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Châteaudun et président de la communauté de communes du Grand Châteaudun. Et avec d'autres maires, certains de la région et de partout en France, vous avez signé récemment une tribune. Il y avait le maire de Bourgogne avec vous aussi, puis le maire d'Amboise. Une tribune pour alerter l'État sur la nécessité de protéger rapidement les captages d'eau potable, de les protéger principalement des pesticides. Est-ce que vous considérez qu'il y a urgence dans ce domaine ? Oui, tout à fait. Il y a urgence en la matière. Nous, on travaille au Grand Châteaudun. On a pris la compétence eau. C'est 23 communes, 40 000 habitants dans le sud de l'Eure-et-Loire. Avec Jean-Yves Debalande, notre vice-président chargé de l'eau et de l'assainissement, sur la qualité, sur le rendement et sur la sécurité de l'eau. Pour nos habitants du sud de l'Eure-et-Loire. Sur la qualité, par exemple, on investit avec le Grand Châteaudun, budget annexe, 10 millions d'euros pour des communes, une interconnexion pour Moléan, pour Donnemain, pour Saint-Christophe, Marboz, Cogny-Monitar, 10 millions d'euros pour une communauté de 10 millions d'euros, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'investir plus que vous ne le faisiez avant parce qu'il y a besoin de dépolluer plus qu'avant ? Pas besoin de travail sur les interconnexions, sur des canalisations fuyardes, par exemple, 1,5 million d'euros rien que cette année 2025 pour Arroux, Valdière, Marboz, l'aérodrome et Saint-Denis-Lanneray. Les investissements sont importants dans notre plan pluriannuel d'investissement. Nous avons à peu près 25 millions d'euros à prévoir sur 10 ans. C'est beaucoup. Il y a des maires de la région qui ont pris des arrêtés anti-pesticides. Par exemple, c'était le cas du maire d'Ingré dans le Loiret ou du maire d'Argenton-sur-Creuse, qui avait été retoqué ensuite par les préfectures. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé comme moyen de protection ? Écoutez, en tout cas, nous, on a un travail, je vous le disais, avec Jean-Yves Debalande et les équipes. Il mène un gros travail. On a fait des expos itinérantes sur l'eau. On a fait un travail de pédagogie, parce qu'il faut mieux associer les citoyens dans la gestion de l'eau. Mais aussi, on dit à l'État, soyez à la hauteur de vos ambitions. Sur l'agence de l'eau Loire-Bretagne, par exemple, on investit 1 100 000 sur un sujet. On devait nous donner 200 000 euros de subvention. On commence à nous dire, on change les règles du jeu en cours de route et on ne veut pas nous les donner. Donc, on a des investissements à faire, des investissements majeurs. On a fait une étude patrimoniale sur l'eau de 800 000 euros à l'échelle du Grand Châteaudun pour étudier un petit peu nos canalisations avec un bureau d'études. On fait un gros travail, encore une fois, avec les équipes d'études et d'interconnexion, d'aires de captage et autres, pour améliorer encore une fois la qualité en eau, même si elle est bonne dans notre territoire. Vous interpellez l'État, est-ce que vous interpellez aussi les agriculteurs ? Parce que vous en avez un en face de vous, et c'est souvent eux qui sont pointés du doigt pour les problèmes de pollution des captages. Écoutez, moi je suis maire de Châteaudun, président du Grand Châteaudun, nous sommes en Beauce, et moi j'ai un énorme estime pour les agriculteurs. Ils ont un travail dur, ils ont une complexité y compris mondiale, géopolitique, avec le Brésil, hier avec l'Ukraine. Il faut au contraire les soutenir, les encourager, et pas leur mettre trop de normes ni trop d'entraves. C'est effectivement trop de normes, trop d'entraves. Vous avez manifesté contre ça il y a quelques mois. Néanmoins, si on en est là aujourd'hui et s'il y a un plan d'urgence qui a été pris par le ministère de l'Environnement, par Mme Pannier-Runacher, qui a ciblé 2000 captages sensibles, c'est bien parce que vous avez certaines pratiques qui menacent l'eau potable. Alors en effet, les événements sociaux de l'agriculture ne vous ont pas échappé. Donc tout ça, c'est à mettre en corrélation. Monsieur le maire, j'entends vos propos par rapport à la qualité de l'eau et aussi à la quantité sur votre secteur. Alors bien évidemment, je peux pas vous dire que vous avez tort sur toute la ligne, mais des efforts ont déjà été faits depuis de nombreuses années, vous en êtes conscient. Alors on retrouve aujourd'hui effectivement des pesticides, enfin j'aime mieux dire des produits phytosanitaires parce que c'est plutôt, en termes de sémantique, c'est ce que je préfère, qui sont plus politiquement correct pour vous. Mais... Oui, et puis de toute façon, je pense que, on peut appeler ça comme on veut. En tout cas, c'est des produits qui nous servent à défendre nos cultures des agressions, qu'elles soient fongiques ou herbicides, etc. Voilà, de même nature qu'on prend des médicaments pour se soigner quand on est malade. Et finalement, personne n'a rien à dire là-dessus. Ah sauf que ces médicaments, on les retrouve aussi dans nos eaux. C'est des médicaments qu'on prend nous. Effectivement, et pour le coup, cette chimie-là, elle est partout. C'est pas le sujet agricole. Voilà, mais en tout cas, personne va revenir
revenir là-dessus. Après, sur la dangerosité et la traçabilité, certes, il y a des choses à améliorer. On a beaucoup de molécules qui ont été supprimées, d'ailleurs, ce qui pose des problèmes sur certaines filières, parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des usages orphelins. Ça veut dire que certaines filières, pour certaines filières, on n'a plus de solutions phytosanitaires. Alors, on peut combiner du chimique et du mécanique. Vous dites quand même beaucoup de molécules supprimées. On est quand même en France le troisième pays qui autorise le plus de pesticides. Devant nous, il y a la Grèce, il y a l'Espagne, et après, il y a la France devant tous les autres pays d'Europe. On est aussi un des plus gros producteurs agricoles d'Europe, rappelons-le quand même au passage. Et puis rappelons aussi l'impérieuse nécessité de souveraineté alimentaire. Je crois que par les temps qui courent, avec tout ce qu'on voit au niveau géopolitique, vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est quand même important de réarmer notre agriculture, parce qu'en fait... Mais concrètement, les mesures qui sont annoncées, c'est-à-dire Agnès Pannier-Runacher annonce 2000 points de captage à protéger prochainement. Donc si on interdit les épandages de pesticides autour de ces points de captage, qu'est-ce que ça change pour vous, les agriculteurs? Écoutez, ça aujourd'hui, c'est une négociation qui aura lieu avec la profession, notamment via les chambres d'agriculture, parce qu'en fait, il y a des points des bassins d'alimentation de captage qui sont ciblés, voilà. Et donc, qu'est-ce qui va découler de ça? Des propositions avec des réductions d'intrants, voilà, avec en contrepartie des mesures agri-environnementales pour venir compenser. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut de l'incitatif et non du coercitif. Vous savez, les agriculteurs sont des chefs d'entreprise, ils travaillent pour des filières, et donc, en fait, faisons attention, en étant trop coercitif, de ne pas déstabiliser des filières entières. Je pense notamment à la filière betteravière, qui a quand même quelque chose qui a un impact important sur la Beauce. Je pense aux pommes de terre, aux oignons, à toutes ces filières-là. L'incitatif, enfin, vous parlez de l'incitatif. Il y a une mesure, par exemple, qui a été prise en Ile-de-France pour protéger les eaux de Paris. On a financé les agriculteurs pour qu'ils arrêtent les épandages de pesticides et on les a incités à la conversion au bio. Il y a 9000 hectares qui ont été convertis au bio depuis 2015. Éric Vidal, vous qui suivez ces sujets-là pour Au Secours 45, c'est la solution, payer les agriculteurs pour qu'ils fassent plus de bio? Je vais vous répondre, mais il y a des choses qui m'ont un petit peu... Vous pouvez reprendre effectivement certains propos que vous avez entendus. Sur quoi vous êtes en désaccord? Par exemple, sur l'histoire de la souveraineté alimentaire, quand on a plus de 40% des terres agricoles, des surfaces des terres agricoles en France qui servent à l'exportation, la souveraineté alimentaire, elle n'est pas forcément, j'allais dire, on pourrait, dans un autre système, peut-être imaginer quelque chose de plus autarcique, de plus protégé. On a un gros décalage avec ça. La deuxième chose, quand on parle du département du Loiret, la quasi-totalité des nappes se retrouve polluée par des intrants agricoles. Des produits phytosanitaires, donc. Oui, mais nous, on appelle ça des pesticides, si vous voulez. Mais non, réellement, ça pose un vrai problème parce que, à part en gros sous la forêt d'Orléans et sous une partie de la Sologne, toutes les nappes jusqu'à une centaine de mètres de profondeur sont polluées. Alors, entre 0 et 40 mètres, c'est pour les agriculteurs en général, enfin, c'est plutôt ces nappes de surface, mais après, pour la consommation humaine, c'est 60 mètres à 100 mètres à peu près. Et là, vous avez pas mal de communes qui ont en fait pas mal de nappes polluées. Ça n'apparaît pas obligatoirement au robinet, parce qu'en fait, on nettoie l'eau. Et qui nettoie l'eau? Quand vous avez parlé tout à l'heure des communes qui payaient, non, c'est les factures d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'usager qui est en bout de... C'est celui qui est pollué, en fait, qui paye pour nettoyer. Je peux vous donner un exemple à Ingré. Ingré, l'eau était polluée. On a installé, il y a 2 captages, on a installé 2 usines. Ça a augmenté la facture d'eau des usagers de 42%. Ingré dans le Loiret, où l'eau, de fait, est la plus chère de toute la métropole d'Orléans, parce qu'on est obligé de la dépolluer. Oui. Et puis, actuellement, Orme... Orme dans le Loiret, donc ville voisine d'Ingré. La partie, en fait, nord-ouest de la métropole, actuellement, a des problèmes de qualité d'eau. Et donc, on va installer des skids, on va dire des unités de traitement mobiles pour nettoyer l'eau. Mais une fois de plus, ce sera... Là, je parle de facture d'eau, mais dans la réalité, pour moi, c'est pas ça. Le fond du problème, c'est un problème de santé. C'est-à-dire que quand on a, je ne sais pas combien de molécules dans l'eau, et on en trouve de nombreuses. On n'arrive pas à savoir. Moi, je suis allé sur le site j'appelle toujours ça le ministère de l'Environnement, mais c'est plus le ministère de l'Environnement. Mais pour savoir parmi les 440 molécules principales, les pesticides, les différents produits utilisés en agriculture, qu'est-ce qu'il y avait dedans comme perturbateur endocrinien? Alors, il y a marqué susceptible d'être perturbateur endocrinien, mais c'est jamais affirmé. Et ça veut dire que si on imagine qu'il y a 10, 15, 20% de produits utilisés en agriculture qui sont perturbateurs endocriniens,
ils ne devraient pas être dans l'eau parce qu'ils agissent dès qu'ils sont présents. Et ça veut dire que là, c'est un problème de santé publique pour les bébés à naître, pour les femmes enceintes, pour les ados en développement. C'est ça. Alors, j'ai une vision catastrophique, peut-être. C'est un système, en fait, qui m'énerve. C'est pas forcément les gens. Moi, je suis pas agriculteur. Si j'étais agriculteur, je sais pas comment je ferais. Très sincèrement. Parce que si on m'a formé, si mes parents ont travaillé d'une certaine manière, peut-être que je reprendrais la même chose. Le problème de l'agriculture, c'est qu'on ne devrait pas dire l'agriculture, on devrait dire les agricultures. Entre des grandes unités qui vont produire massivement du maïs, qui vont exporter ou faire du maïs énergétique, et le petit éleveur qui est dans le Massif central, c'est deux mondes complètement différents, je suis désolé. Effectivement, il y a des agricultures. C'est pour ça que je parlais de l'exemple de l'Île-de-France qui subventionne des agriculteurs pour qu'ils se convertissent au bio. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire, par exemple, dans la communauté de communes de Châteaudun ? Déjà, il y a des projets. Nous, à l'Est, il y a un gros projet d'agrivoltaïque où il va y avoir de la conversion en bio, du lin, etc. En gardant de mémoire 80-90% du rendement agricole. Des projets soutenus par la communauté de communes ? Oui, soutenu, accompagné, parce qu'on a voté favorablement avec le Grand Châteaudun et les 55 élus communautaires. Moi, je voudrais inciter notre travail avec Jean-Yves de Ballan, c'est la qualité de l'eau, le rendement, parce qu'on ne parle pas du rendement, mais à Châteaudun, on est quand même à 90% de rendement, parce que les fuites d'eau, c'est aussi important. Et il y a du travail, je parlais d'investissement, alors oui, il a raison, c'est payé par les habitants. Et troisièmement, la sécurité. Nous, on essaye, par exemple, d'avoir... pour chaque robinet, qu'on ait 2 forages, pour améliorer la sécurité de l'eau dans le Grand Châteaudun, dans le sud de l'Eure-et-Loire. Mais il y a quand même des coûts qui sont supérieurs, supérieurs dans des communes comme Châteaudun, par rapport à des communes, disons, dans des plus grandes métropoles où les captages sont plus protégés. Est-ce que vous considérez que c'est acquis de payer dans le problème qu'on a aujourd'hui pour cette dépollution ? C'est aux consommateurs, à l'État, aux agriculteurs, aux industriels ? Je vous le disais tout à l'heure, c'est que l'amélioration du rendement, quand on passe 80, 85, 90%, plus on est vertueux, plus c'est à l'État d'encourager l'agence de l'eau. Nous, l'AELB, l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Après, je ne blâme même pas du tout les agriculteurs. Au contraire, je suis élu dans ce territoire et j'ai un profond respect et une estime pour les agriculteurs. Rien ne sert de montrer l'index à un tel ou un tel, qu'il soit passé, présent ou d'ailleurs. Il faut trouver des voies et moyens ensemble pour améliorer la qualité de l'eau, le rendement de l'eau et la sécurité d'accès à l'eau pour tous nos concitoyens. Dans votre tribune, vous parlez quand même d'un éventuel doublement du prix de l'eau d'ici 2030. Ça, comment est-ce qu'on peut éviter d'en arriver là ? On alerte au niveau national. Nous, on a aussi monté une association sur les villes sous préfecture. On a 33 000 captages d'eau en France. Il y a des investissements majeurs à faire. Quand je vous dis que nous, on a fait une étude patrimoniale dans le Grand Châteaudun de 800 000 euros, que nous avons 25 millions d'euros à dépenser en investissement pour l'eau et l'assainissement dans le Grand Châteaudun sur 10 ans, 25 millions d'euros en PPI, plan pluriannuel d'investissement. L'échelle est énorme. Et donc, c'est sûr qu'il y a des sujets. Après, ce qu'on essaye, par exemple, et grâce aussi à l'action de Jean-Yves de Ballan, on a mis de la télérelève, on est en train de le mettre à Châteaudun. La télérelève où tu peux, s'il y a une fuite d'eau chez toi, personne physique ou personne morale, tu t'en rends compte plus facilement. Et tu es alerté, et donc tu coupes la fuite, etc. Et donc tu peux faire des économies. Il y a sûrement par les technologies nouvelles, peut-être l'intelligence artificielle demain, des manières de permettre à nos habitants d'avoir une moindre hausse de leur facture d'eau. Oui, alors on en dira un mot des fuites d'eau si on a le temps, mais sur la question de la dépollution, vous qui êtes les principaux utilisateurs de ces produits, vous considérez que c'est à qui de payer ? C'est à vous de payer Bon, déjà, on paye la taxe sur les produits polluants. Quand on achète nos produits phytosanitaires, on paye déjà la taxe, taxe généralisée sur l'activité polluante, donc ça, on paye déjà. Moi, je voudrais, ce que vous avez dit, monsieur le maire, par rapport à la prospective, je voudrais aussi vous rejoindre là-dessus. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui permettent de cibler les traitements. Voilà, aujourd'hui, il y a des... Alors, pour l'instant, ça a été expérimental et puis ça coûte très cher. Mais c'est sûr que plutôt que de faire un traitement en plein, on est d'accord, il faudrait cibler sur les mauvaises herbes, sur ce qu'on appelle nous les adventices. Et ça, moi, je crois à ça pour demain. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable aussi d'alimenter la recherche, d'accompagner la recherche, parce que c'est vrai que depuis un peu en France, on a peut-être été un petit peu en carence par rapport à tout ça. Et moi je pense qu'on peut continuer d'avoir une agriculture productive et en même temps vertueuse par rapport à l'environnement. Alors, celui-là, peut-être que ça peut vous faire bondir, mais il y a plein d'exemples qui le prouvent. Voilà, les efforts ont été faits, ils sont en route. C'est encore loin d'être le cas. Par exemple, si on prend l'Eure-et-Loire est encore en tête des départements qui achètent le plus de pesticides dangereux, ce qu'on appelle les CMR, numéro 1 en France. Oui, mais donc on n'est pas encore dans la vertu. C'est aussi une région fortement céréalière. C'est sûr que si vous comparez à des départements du Massif central ou du sud de la France, c'est aussi à mettre en corrélation. Et je comprends
évidemment, votre question, et je comprends aussi que ça vous chagrine un peu, mais je pense que les systèmes, ils peuvent pas évoluer comme ça de façon radicale du jour au lendemain. En fait, on navigue sur des paquebots, voilà, avec des paramètres, vous l'avez dit en préambule, des paramètres aujourd'hui qui sont internationaux. Donc en fait, une exploitation agricole aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'en fait, elle a affaire à des acteurs locaux, mais aussi à des acteurs nationaux, internationaux, et même au sein même du même exploitation, parfois on a plusieurs marchés. On a le marché local et le marché international. Vous dites que c'est des paquebots, donc il faut attendre. Vous pensez qu'on a le temps d'attendre sur ces sujets-là? Pour moi, bien sûr que non. Je veux dire, c'est une urgence absolue parce qu'il y a un problème de santé, il y a un problème important. Je veux dire, c'est pas. En fait, dans ce système-là, on fait passer la productivité avant la santé. Je suis désolé, c'est pas. Je peux pas. Enfin, j'ai ramené plein de chiffres, mais aucun intérêt de les sortir là, je présume. Mais honnêtement, quand on dit que la situation s'améliore, effectivement, dans certains secteurs, parce qu'on a abandonné la nappe, on a creusé plus profondément. Ou alors, comme à la métropole, il y a plein d'exemples qui sont vachement intéressants. La métropole d'Orléans. Métropole d'Orléans, pardon. Parce que vous avez Saint-Jean-de-la-Ruelle qui achète son eau à Orléans. Donc les captages, c'est fini. Vous avez Orme, donc on va nettoyer avec des unités mobiles de traitement. Vous avez Saran qui a été obligé de recréer d'autres captages sous la forêt d'Orléans pour mélanger ces captages nouveaux avec les anciens captages qui étaient pollués. Je suis en train d'en oublier parce qu'en fait, on a tous les cas de figure possibles. Et puis vous avez des communes. Nous encore, la métropole, il y a les moyens, j'allais dire, parce que on est quand même assez nombreux, d'installer des systèmes pour nettoyer l'eau. Maintenant, quand vous habitez dans certains secteurs du Loiret, moi, sincèrement, je me pose la question de savoir si l'eau du robinet, si je la boirais. J'ai pas envie de boire de l'eau en bouteille minérale parce qu'elle est pas mieux, parce qu'en fait, c'est les mêmes nappes. Mais là, il y a un problème pour moi qui est insoluble. Alors, est-ce que les problèmes de santé, c'est une urgence? Pour moi, oui. Maintenant, après, vous pouvez avoir une vision très, très différente. Hein. Je peux l'entendre. Je reviens sur l'histoire des protections des captages. C'est fait par Paris, mais c'était fait pendant longtemps par Grenoble. Ça a été fait, en fait, par Vittel, un moment dans les Vosges. C'est fait à Munich. Et en fait, à chaque fois, ça a quand même des répercussions assez importantes. Nous, le problème, c'est que dans l'Alpe de Beauce, là, actuellement, les communes qui sont polluées du côté d'Orme, c'est 30 à 40 ans d'inertie. C'est-à-dire qu'il faudrait... à cause notamment de pesticides qui sont interdits aujourd'hui et qui ont été utilisés pendant des années. Alors, il y a à peu près 14 000 captages qui ont été fermés ces dernières décennies, ceux dont vous parliez, qui ne sont plus utilisables. Pollution due à ces anciens pesticides, comme l'atrazine, par exemple, interdite depuis 2003. Mais on découvre aujourd'hui une nouvelle menace. On parle maintenant de plus en plus de polluants éternels qu'on appelle aussi les PFAS. Les PFAS qui sont utilisés dans l'industrie, mais aussi en agriculture, comme on va le voir dans ce reportage de Benjamin Poulain, qui concerne en particulier le TFA. Une fois produit, le TFA rentre dans la composition de nombreux pesticides. En Eure-et-Loire, William Diop fait partie des agriculteurs qui en utilisent. Ces produits au TFA seraient indispensables pour désherber ces 220 hectares de céréales. Mais aujourd'hui, si on la perd, clairement, on perd 50% d'efficacité de nos produits de désherbage. D'ailleurs, il n'est pas le seul à en utiliser. Son département détient le record de consommation de ce type de pesticides en France. Ça, c'est le produit que tout le monde met, on va dire. Alors, impossible pour lui d'imaginer s'en passer. On ne peut pas dire, vous utilisez du désherbant qui fonctionne, qui est efficace, mais on soupçonne qu'il y a des résidus dans l'environnement, mais en face, on n'a pas de solution. Problème, une fois ces pesticides épandus dans les champs, ils se dégradent et redeviennent du TFA qui peut polluer les eaux souterraines. Mais à quel point cette contamination est-elle importante ? Pour le savoir, nous avons fait une nouvelle fois nos propres prélèvements. Des tests dans 3 communes différentes du département. Résultat, nous retrouvons des traces infimes de TFA à Courbehet, un village entouré de terres agricoles, mais qui puise son eau dans une nappe profonde, moins exposée aux polluants. En revanche, les concentrations sont beaucoup plus élevées à Châteaudun, avec 810 nanogrammes par litre, et à Chartres, 570 nanogrammes. 2 villes qui s'alimentent dans des eaux moins profondes, plus facilement contaminables.
Châteaudun, où on a donc 810 nanogrammes par litre de TFA. Alors, il n'y a pas de seuil établi encore en France, c'est pour bientôt. On se réfère à la norme allemande, qui est un seuil de 60 000 nanogrammes par litre. Mais aux Pays-Bas, la norme est beaucoup plus inférieure. Elle est de 2000 nanogrammes par litre. Enfin, est-ce que ça vous inquiète pour votre commune ? Écoutez, moi, ce qu'on me dit sur les PFAS, c'est qu'on a un seul forage à Châteaudun qui est concerné par les PFAS et on l'a abandonné. Donc, il n'y a pas ce sujet-là. Et donc, moi, j'inviterais la prudence sur ce chiffre que vous indiquez sur la carte. Enfin, c'est des prélèvements qui ont été faits quand même par nos équipes. Ouais. J'aimerais voir les prélèvements quand ils ont été faits, où ils ont été faits. Ce pesticide donc, qui à l'origine qui s'appelle le flufénacet, et donc le TFA est un dégradé du flufénacet, que vous l'utilisez, vous ? Oui, je l'utilise, oui. Mais alors, là, et dans vos propos, vous venez aussi de relever les incohérences de l'Europe, parce que vous parlez des seuils qui sont différents d'un pays à l'autre, et là, pour le coup, on parle de seuil, et finalement, on parle dans le vide. Alors, je ne vais pas nier la dangerosité éventuelle de ce produit, puisque en fait, il y en a certainement une, voilà. Et après, et je ne veux pas non plus, vous voyez, mes collègues qui sont là, qui utilisent ce produit, qui leur sert à défendre leur culture, et qu'est-ce qu'on a comme solution en face ? Voilà, c'est ça, en fait, la question que pose aujourd'hui. La question que je pose, est-ce qu'on peut s'en passer, selon vous ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas... Enfin, je vais reprendre un petit peu la sémantique de la FNSEA. Pas d'interdiction sans solution. Donc, tant qu'on n'a pas de solution alternative, fiable et avérée, on aura du mal à se passer de ces produits. Alors, on peut toujours... De toute façon, on peut aussi... il y a les rotations des cultures et tout ça qui fait en sorte qu'on peut lutter contre les adventistes. Mais pour autant, en agriculture conventionnelle, je ne vais pas vous dire que demain, on se passera des produits phytosanitaires parce que c'est pas vrai. Sachant que leur production doit être interdite dans les 5 ans qui viennent, du côté industriel. L'industrie qui les produit, normalement, doit s'arrêter d'ici 5 ans. Après, charge à nos industries chimiques de trouver des solutions aussi alternatives et qui seraient aussi moins nocives pour l'environnement. Enfin, je pense qu'il ne faut pas sortir de cette salle en se disant les agriculteurs, ils sont dopés aux produits phyto et ils ne veulent pas en sortir, ils aiment ça. Et non, en fait, on est contraint à des marchés, on est contraint à des objectifs de production pour simplement être encore là demain. Après, sinon, l'autre option, vous savez, elle existe sur certains territoires, parce que malheureusement, moi, je suis sur un territoire où on est en limite au niveau productivité. Et aujourd'hui, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on continue à produire ou est-ce qu'on passe à d'autres options, style agrivoltaïsme ? Et sous le vocable agrivoltaïsme, on entend, il y a un peu de tout, on est d'accord, monsieur le maire on peut mettre 3-4 moutons sous 100 hectares de panneaux et ça sera l'agriculture. Donc, pour vous, on ne peut pas s'en passer. Rick Vidal, vous pensez qu'on ne peut vraiment pas s'en passer ? Vous qui observez ces sujets-là, côté des consommateurs ? Je vous expliquais pour les PFAS, par exemple, comme il y en a partout. Là, on en a là, dans les sièges. Là, les vêtements déperlants, moi, je veux dire, le problème, c'est que l'agriculture est certainement responsable dans les secteurs agricoles, mais il y a eu, nous, des problèmes à ce mois, il y a quelques mois de ça. Ça peut être les produits retardants utilisés par les pompiers parce qu'il y a un incendie dans la zone industrielle. Et c'est qu'on n'arrive pas à savoir. C'est très compliqué d'arriver à savoir. Moi, j'en veux plutôt aux politiques, là, sur ce truc-là. Parce que, je vais prendre 2 exemples. Sur les PFAS, on va bloquer, par exemple, 2 ou 3 produits, mais ils sont renouvelables. L'industrie en reproduit et je peux vous dire que on va avoir une liste comme ça, je ne sais pas combien il y en a, il y a peut-être 120, 200, 2000, j'ai aucune idée du nombre, mais ça veut dire que vous interdisez 2 produits, vous allez avoir des produits de substitution en quantité des fois plus importante. Et je reviens sur autre chose. Là, tout à l'heure, j'ai prononcé le mot chlorothalonil. Quand il y a un produit à peu près partout, à 60% présent dans les nappes, dans 60% des captages, on change la règle. C'est-à-dire qu'un produit qui était avant, on se méfiait, c'était 0,1 microgramme par litre d'eau. On considérait que, donc, il fallait signaler, il fallait faire attention. Là, on a passé à 0,9. Donc on change la norme. Ouais. On a multiplié, en fait... Oui, à 0,9, donc on a multiplié par 9 la dose, à partir du moment où on considère que l'eau n'est plus une eau de qualité. En Allemagne, on est passé à 3 microgrammes, et en Suisse, on est resté à 0,1. Donc, au bout d'un moment, moi, les politiques, là, sur ce truc-là, il faut peut-être avoir un petit peu de cohérence, et pas parler en disant, en respectant, j'allais dire, les COP 27, 28, 29, 30, et puis tout compte fait, faire passer des textes qui sont complètement contradictoires avec, pour moi, les notions de santé publique.
public. Il y a un autre sujet où les politiques sont interpellés, une autre menace sur l'eau dont on peut parler dans les quelques minutes qui nous restent, c'est le sujet des CVM, les chlorures de vinyle monomères, donc qui sont ces gaz toxiques, cancérigènes, qui se développent dans les canalisations en PVC installées dans les années 70. Il y a plusieurs communes, notamment dans le Loiret, qui sont concernées, Châtenois, Sury-au-Bois, Véglin. Il y a eu un procès cette semaine d'habitants du Loiret qui ont attaqué leur distributeur d'eau. Est-ce que c'est aussi un sujet que vous surveillez à Châteaudun, puisque ce sont plutôt dans les communes rurales qui sont concernées, puisque c'est en bout de chaîne, quand l'eau stagne, que ce gaz se développe. Est-ce que vous avez fait un audit chez vous? Est-ce que vous savez où vous en êtes à Châteaudun? Sur les 6 CVM, là, en direct, je ne saurais pas vous dire précisément, mais avec Jean-Yves de Ballon et les équipes, on surveille tous les sujets. Quand je vous disais sur la qualité de l'eau qu'on investit dans le nord-est de notre intercommunalité pour Moléan, Donnemain et toutes les autres communes, 10 millions d'euros pour avoir une usine commune, c'est bien qu'on fait ces investissements pour éviter, etc. Bon, le truc, c'est qu'on hérite du passé. On hérite pendant 30, 40 ans, il s'est passé des choses. Et il faut concilier les deux. Moi, j'entends ce que dit mon voisin, mais il faut concilier la qualité de l'eau, le rendement, la sécurité, et il faut concilier aussi le besoin agricole. Je veux bien et le coût de ces travaux qui va être très, très important. On parle d'une échelle entre 12 et 30 milliards d'euros pour renouveler toutes ces canalisations qui sont toxiques. Et c'est pour ça que votre émission est importante. J'avais fait venir à Châteaudun Simon Porcher, qui a écrit le livre La fin de l'eau chez Fayard. Qui est professeur d'université, qui parle de gouvernance de l'eau, de ce que je vous disais tout à l'heure, de faire mieux payer, mieux rétribuer quand on améliore le rendement, etc. D'insister sur les citoyens, ça ne doit pas être un débat de spécialistes, ça ne doit pas être un débat de technicien, c'est un vrai débat démocratique au sens de l'intérêt général. Le plus possible, nos 67 millions de Français, plus ils s'investiront sur ces questions, plus on leur proposera des débats comme celui-ci, plus on pourra faire les bons choix éclairés. Et j'entends ce que dit mon voisin, mais les élus gèrent l'injonction paradoxale de la société. Moi, je veux bien, il faut bien financer, il faut gérer, il faut la souveraineté alimentaire. On ne peut pas dire aux Français, on va importer nos denrées agricoles. Heureusement qu'on a nos agriculteurs. Et il faut en même temps que la santé de nos enfants, de nos petits-enfants et des citoyens soit au rendez-vous. Donc, il faut équilibrer les choses. Ça s'appelle la politique et la démocratie. Selon vous, Eric Vidal, sur ce sujet des CVM, ça fait longtemps que des associations comme les vôtres alertaient l'État et les collectivités. Qu'on travaille dessus. Le problème, c'est que effectivement, c'est dans les communes rurales que le problème se pose, puisque plus on est éloigné du captage, plus la longueur de canalisation au PVC antérieure aux années 80 va jouer, et plus on est loin du captage, moins il y a de circulation d'eau. Donc c'est bien le temps de stagnation et c'est la longueur de canalisation. La situation aujourd'hui, c'est quand même des gens ont bu pendant des années et des années cette eau toxique sans le savoir. Oui, il y a des communes où ils le savaient et ils n'ont pas. Alors, c'est compliqué parce que je reviens sur cette histoire. Quand on change les canalisations, c'est toujours l'eau paye l'eau. Ça veut dire qu'à un moment, il faut demander aux usagers de payer. Si l'agence de l'eau n'aide pas, si je veux dire, les collectivités n'aident pas, c'est obligatoirement les usagers. Imaginez ce que ça peut être quand sur une commune, il faut changer 12, 13, 15 km de canalisation. Ça veut dire qu'on a une hausse énorme. Et ce seront les derniers mots de ce débat. Merci à tous les trois d'y avoir participé. La politique continue sur France 3 dans quelques instants. Francis Letellier reçoit Laurent Marcangeli, ministre de l'Action publique, et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. À bientôt pour un prochain Dimanche en politique.